Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin au Festival de Mediapart pour cette carte blanche à Politis, qui est un partenaire de Mediapart pour ce festival. Je voulais aujourd'hui pour cette carte blanche évoquer un sujet hautement d'actualité, c'est les méthodes de criminalisation des mouvements sociaux et de l'engagement militant. On avait voulu au début, moi je voulais aborder des questions qu'on aborde peu quand on parle de ces questions-là qui sont quand même pas nouvelles, et notamment les aspects administratifs, financiers, l'attaque au porte-monnaie, des méthodes qui sont moins visibles que ce qu'on voit très médiatisé comme aujourd'hui. Mais au regard de l'actualité, je ne peux pas évoquer la criminalisation des mouvements sociaux sans faire un petit propos liminaire sur ce qui se passe en ce moment dans notre pays, puisque on voit que les grandes manifestations contre la réforme des retraites sont extrêmement réprimées et que ces stratégies répressives sont désormais assez bien identifiées. On a vu les violences policières, ça je pense que tout le monde voit les vidéos et qu'on ne va pas revenir dessus, mais il y a notamment des arrestations massives, des placements en garde à vue très peu justifiables et justifiés. Le syndicat de la magistrature a dénoncé le dévoiement de la procédure pénale. On voit aussi qu'une grande partie des personnes arrêtées ne sont pas poursuivies. Elles sont placées en garde à vue, puis leurs dossiers sont classés sans suite. Et même les personnes qui sont poursuivies ont des dossiers extrêmement légers. Il faut aller en comparution immédiate pour voir le peu et la légèreté de ces dossiers, ce qui pose quand même des questions extrêmement importantes sur la manière dont on utilise aujourd'hui le code de procédure pénale et la justice pour mettre la pression sur les militants, pour mettre la pression sur les manifestants et pour empêcher les gens d'aller manifester. Et donc c'est une atteinte assez grave au droit de manifester. Il y a aussi la question des arrestations de leaders d'opinion, dont on parle de manière sporadique parce que c'est pareil, c'est quand même difficile toujours à médiatiser au niveau national en tout cas. Donc je pense notamment aux syndicalistes de Sud Éducation Lorraine qui à Nancy dont le secrétaire académique a été arrêté par la BAC à l'issue d'une manif. Il a été relâché dans les heures qui ont suivi, mais c'est quand même on peut l'interpréter comme une forme de coup de pression. Je pense aussi aux syndicalistes de la CGT Virgie Marseille, qui après une grosse mobilisation ont vu les policiers débouler le lendemain matin à 6 h pour les arrêter pour des faits reprochés qui remontent à l'année dernière. Donc on voit là une manière d'utiliser de manière opportune des placements en garde à vue sur des affaires autres pour leur mettre pareil une forme de coup de pression et pour les empêcher de se mobiliser et de mobiliser leurs camarades. Et je voulais aussi parler de Julien Leguet, que vous devez connaître, qui est le porte-parole du collectif Bassine Non Merci. C'est chez lui qu'il avait retrouvé du matériel de surveillance devant sa maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Il y a un gros week-end de mobilisation internationale pour la préservation de l'eau contre donc les méga-bassines sur Sainte-Soline en ce moment, et de manière encore une fois très opportune, M. Leguet a été placé en garde à vue le 17 mars, une semaine donc avant cette mobilisation, pour des faits qui datent du 29 octobre dernier. Il a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Sainte-Soline et à poser pendant 6 mois. On voit bien quel est l'intérêt de ce placement en garde à vue et de cette démarche judiciaire, et donc la manière dont la justice est quelque peu utilisée pour empêcher les mobilisations et pour réprimer, en tout cas mettre une certaine pression sur les leaders d'opinion. Mais ce qu'on voit aussi se développer en ce moment, et c'est là où on va arriver au cœur de notre débat, c'est les attaques au porte-monnaie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis hier soir, on a des vagues de policiers qui donnent des amendes de 135 € à toute personne qui voudrait manifester c'est sous la fameuse amende forfaitaire qui est apparue en 2019 suite à la mobilisation des Gilets jaunes pour participation à une manifestation interdite. Alors, il y a un petit jeu de mots sur la question de interdite et non déclarée.
parce qu'une manifestation qui est non déclarée n'est pas interdite. Et donc, il y a tout un processus, mais les gens, je pense, massivement payer leurs amendes alors qu'il faudrait les contester. Mais ces attaques au porte-monnaie, elles se matérialisent, elles sont moins visibles et elles sont extrêmement puissantes parce qu'elles ont des conséquences à la fois sur les gens et sur les organisations, parce qu'elles peuvent être extrêmement importantes. Et c'est comme ça qu'on va entrer dans notre débat sur ces méthodes un peu cachées de répression des mouvements sociaux et de l'engagement militant. On va en parler avec Maître Faro, qui est spécialiste du droit de l'environnement, qui est connu pour être l'avocat de Greenpeace, même s'il n'aime pas trop qu'on le limite à cela, parce qu'il n'est pas que cela. Élodie Nassé, qui est porte-parole d'Alternative à Paris, que je vais questionner tout à l'heure sur la question de la désobéissance civile. Et Maxime, qui est en fait, que je vais demander d'ailleurs de s'exprimer sur... c'est un manifestant de 2016, une personne lambda, j'ai envie de dire, qui n'a pas vraiment de poste de militant, etc., qui a été poursuivi par des CRS, en justice par des CRS suite aux manifestations de 2016, et qui a été condamné à des dommages et intérêts extrêmement importants, et ça a impacté sa vie de manière vraiment massive. Et je voudrais qu'il nous raconte un peu son histoire pour que vous puissiez un peu comprendre l'impact que cette répression cachée peut avoir sur les militants. Et voilà, Maxime, si tu veux bien nous raconter un petit peu. Merci pour l'invitation, bonjour à toutes et tous. C'est la première fois que je m'exprime en public sur cette affaire, donc je suis un petit peu stressé, ému, donc si c'est un petit peu décousu ou tremblotant, j'espère que vous m'en voudrez pas. Du coup, oui, on m'a invité pour venir parler un petit peu du récit de répression que j'ai vécu. Je pense que dans la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui ressemble de plus en plus à ce qu'était le mouvement Loi Travail en 2016, en tout cas en termes d'intensité et de répression, ce qui peut être intéressant autour de mon histoire, ça peut être deux choses. D'abord, je vais essayer de tisser le fil de mon expérience de répression autour de trois récits. Et ces trois récits, ils montrent quelque chose qu'on a souvent un petit peu du mal à percevoir dans le cadre des mouvements sociaux, c'est le temps long des affaires judiciaires et le temps long de la répression par rapport au temps en général relativement court des mouvements sociaux, et aussi des organes, des espaces de solidarité, des espaces d'entraide qui peuvent y exister et qui peuvent des fois après partir et laisser des gens un petit peu plus seuls, en tout cas des gens, quand ce sont des gens comme moi qui ne sont pas forcément organisés dans des assos, des structures, des syndicats durables. Je vais passer assez rapidement sur les deux premiers grands récits de mon histoire de répression, parce qu'ils concernent le pénal et c'est pas forcément la période, enfin c'est pas forcément l'aspect qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, mais en même temps ça paraît quand même important de tisser cette histoire de la répression autour de récits construits. Donc le premier récit construit, c'est celui d'un couple de militants radicaux anarchistes qui jettent des engins incendiaires et explosifs sur des forces de l'ordre. Ce récit-là, il commence à 5h30 du matin, le 2 juin 2016. Action de blocage tout à fait classique, barrière de Paris à Toulouse pour les personnes qui connaissent. Un blocage appelé par la CGT, comme toutes les journées de blocage, qui finalement ne viennent pas, donc on se retrouve plutôt dans un blocage constitué de gens non organisés autour de l'autonomie politique ou pas, mais en tout cas sans les syndicats. Le blocage barrage filtrant se passe bien, la matinée se passe jusqu'à ce que le préfet et le commissariat de police décident d'arrêter le blocage, et là une équipe de CRS arrive, nous déloge, on part tout à fait tranquillement. Un pétard est lancé en direction des forces de l'ordre qui explose à mi-distance entre moi, donc la barrière, qui est un groupe de militants qui était le plus proche des CRS à ce moment-là et qui était en train d'être reflué vers le centre-ville, et les CRS armés, casqués, avec leurs boucliers qui étaient juste derrière nous. Assez vite, on se fait nasser. Une première personne est arrêtée et est considérée comme responsable du jet de pétard. Puis il est relâché, non sans quelques dommages physiques de l'estafette de l'OPJ juste après. Bon, finalement, il décide que peut-être il ne sera pas très présentable pour être considéré comme la personne qui a jeté le pétard à ce moment-là, et puis il est relâché. Puis il décide
finalement de se reporter sur moi. J'arrive, ma garde-à-vue est directement signifiée par l'OPJ qui était là dans les stafettes à ce moment-là pour éviter les vices de procédure. Et puis j'arrive au commissariat, là je sens tout de suite qu'un récit a été construit, une deuxième personne, je comprends qu'une deuxième personne a été arrêtée, pas très loin, et que le récit construit par les policiers à ce moment-là, c'était celui d'un couple. On était censé se connaître, être en couple dans la vie et être en couple à la manif, et avoir préparé le coup ensemble. Elle a été arrêtée avec un briquet, donc qui montre très bien qu'elle avait préparé son coup de jeter des pétards. Moi, je n'avais ni briquet, ni pétard, ni rien. D'ailleurs, j'avais même pas de sac, je crois. Mais voilà, donc il y a ce premier récit-là qui est construit. Celui-ci, il tient pas très très longtemps parce que, en fait, moi, j'habite pas à Toulouse. Je suis là un petit peu par hasard parce qu'on avait une voiture en panne avec ma copine à Toulouse et qui était au garage. Donc voilà, nous, on était déjà en Bretagne à ce moment-là. On faisait des allers-retours pour cette histoire de voiture, mais ça avait du mal à tenir avec le militant toulousain très connu des services de police. Donc il tient pas, ce récit-là, en tout cas il tient mal, et il tient mal jusqu'à la comparution immédiate, le lendemain, qui est demandée et qu'on refuse, avec le risque de finir potentiellement en préventif, mais on prend ce risque-là, on le refuse. Et là, très clairement, j'ai pu observer à la fois la chance que ce récit soit déconstruit, et puis la chance des privilèges que j'ai, c'est-à-dire que l'enquêteur social a été quand même relativement gentil avec moi. Je pense que mon profil de jeune travailleur qui veut construire une famille, en tout cas c'est ce qu'il m'a fait comprendre qu'il avait envie d'entendre et que je lui ai dit non sans mal, et puis de personnes blanches sans casier judiciaire a fait que le refus de compas s'est passé sans un enfermement préventif, alors qu'on était quand même dans un moment où c'était quand même une option très probable. Donc voilà, il y a un procès qui est prévu, et puis là on entre dans le deuxième récit. Donc le procès, d'abord un premier report, puis un procès qui se passe en septembre. Et là on entre dans le deuxième récit. Le deuxième récit, c'est celui de la bombe agricole, de l'engin explosif. Et là, celui-là, il sera déconstruit au moment du procès. Au début, donc, dans les médias, la préfecture parle de bombes agricoles, ça parle de boules de feu, ça parle de policiers qui auraient reculé d'1 mètre. On parle de 10 policiers armés et de boucliers qui auraient reculé d'1 mètre face à la puissance de la déflagration. Ça peut paraître drôle aujourd'hui, mais quand mon avocate me prévient de ça, je rigole moyen sur le coup. Je trouve que la blague est mauvaise et surtout très risquée pour moi. Mais voilà, donc il arrive qu'au procès, ils ont toujours à peu près le même récit, mais le travail de mes avocats sur le moment, et puis le récit relativement fluctuant des policiers eux-mêmes finit par faire à moitié pchit, en tout cas pas sur ma culpabilité, mais sur l'engin lui-même, au moment où le juge a la bonne idée de demander aux policiers en question de se lever tous en même temps et de montrer la taille de l'engin en question, parce qu'ils ne comprenaient pas très bien. Et en fait, certains commencent avec les bras ouverts, quasiment de la taille d'un brin, et puis il y en a un, je sais pas, un élan d'honnêteté qui montre une taille comme ça, donc on les voit tous en train de se rapprocher, ceux qui avaient les deux mains finissent par se rejoindre. Donc là, ça doit éclater de rire, je crois, même si moi j'étais pas trop en état de me rappeler tout à fait de ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ça a quand même fait bien rire tout le monde. Sur le moment, en tout cas, on sent qu'il joue quelque chose, et au final, on se rend compte qu'il s'est joué quand même quelque chose d'assez fort, parce que je suis condamné pour des violences volontaires avec arme sur agent dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné des ITT de moins de 8 jours, mais je prends 3 mois de sursis. En pleine période de répression, c'est quasiment un aveu, en tout cas, que, si ma responsabilité, elle est engagée quand même assez faiblement, en tout cas à l'état de 10 policiers qui prétendent être, qui affirment être blessés. On peut dire que ça a été une décision assez clémente, en tout cas c'est comme ça que les policiers l'ont pris, qui ont mal accepté la situation. Voilà. Bon. Et là on rentre dans le troisième récit, celui qui sera le moins bien déconstruit, et je vais faire plus vite, désolé, mais comme c'est 6 ans de procédure, c'est difficile de faire... oui, c'est 2016, on est en 2023, donc voilà, donc, on arrive, le procès, 3 mois de sursis, plutôt bonne surprise. Et puis, la juge qui est censée juger l'affaire décide un renvoi en intérêt civil. Donc un renvoi en intérêt civil, ça veut dire que les dommages et intérêts ne sont pas décidés. Si je fais des erreurs, on me dira. Sur intérêt civil, pardon. Voilà. Les dommages et intérêts ne sont pas statués au moment du procès en pénal, mais il y a un renvoi spécifique pour cette affaire-là. Et du coup, et aussi décider la possibilité d'une expertise médicale pour vérifier la vérité des dommages causés, parce qu'en fait, au moment où j'arrive, je reviens un tout petit peu en arrière, au moment où j'arrive dans les stafettes au face de l'OPJ,
Il demande si les policiers sont blessés. J'entends la communication à travers le talkie, les policiers qui répondent non, et l'OPJ qui insiste, vous êtes sûr, pas même d'acouphènes. Et là, la réponse, oui, oui, des acouphènes. Et en fait, c'est ça le moment de basculement. C'est cette question-là de l'OPJ sur les acouphènes qui amène à une réponse positive, et tout partira de là. Alors pourquoi les acouphènes c'est intéressant? Parce qu'en fait, on se rend compte, alors déjà il y a 10 policiers, il n'y en a que 2 qui ont accepté l'expertise médicale. On peut se demander pourquoi, en tout cas, il s'avère qu'il y en a que 2 qui l'ont fait. Il y en a 8 qui vont demander autour de 600 et 800 euros de dommages et intérêts, ce qui est à peu près classique dans ce genre d'affaires. Et ceux qui demandent l'expertise médicale, alors on se rend compte au niveau de l'expertise médicale que tous les bilans cliniques sont vierges, évidemment, puisque les acouphènes c'est invérifiable, qu'il n'y a aucun antécédent médicaux qui ont été versés au dossier depuis 6 ans pour justifier les pertes auditives et les acouphènes qu'ils annoncent, mais on a juste un audiogramme qui a été fait quelques mois après les faits qui montre moins 30 décibels sur une oreille pour les deux, et puis des acouphènes et de l'hyperacousie. Donc perte d'audition, acouphènes, hyperacousie. Là, on est dans le grand chelem complet de tout ce qu'on peut faire en termes de dommages auditifs, et surtout de dommages auditifs complètement non vérifiables. Donc en fait, ce récit-là, celui-là, on n'arrivera jamais vraiment à le déconstruire. Au fur et à mesure des années, des reports, des changements d'avocats, des tentatives, malheureusement, celui-ci tiendra parce qu'il repose sur pas grand-chose à part les déclarations en elles-mêmes des avocats. Il y a eu une erreur en termes de procédure faite par mon avocate de l'époque qui a été de ne pas être présente et de ne pas nommer de personnes pour nous représenter au niveau de l'expertise, donc ce qui a fait qu'ils ont pu se lâcher complet. Nous, on n'avait personne de notre côté pour contredire au moment, donc ils ont une expertise complètement de leur côté qui est absolument sans contradictoire. Et qui ne permettra pas de le déconstruire à ce moment-là, et qui ne permettra jamais vraiment de le déconstruire. Donc aujourd'hui, on est à un moment où, en septembre, il y a donc une partie qui a été jugée sur donc, les 8 policiers qui n'ont pas participé à l'expertise médicale. La totalité de leur demande a été validée par le juge d'appel de la Cour de Toulouse, mais a demandé un renvoi pour les 2 policiers et l'État. Oui, parce que j'ai oublié de dire, il y a l'État aussi qui demande 15 000 euros pour les remboursements des frais engagés. Comment? La Sécu, ouais, voilà, parce que les médecins, les arrêts maladie, tout ça. Et pour les 2 policiers qui ont participé à l'expertise médicale et dont la demande de dommages s'élève à peu près 25 000 euros chacun. Donc en gros, on a une somme d'à peu près 100 000 euros qui est demandée, si on compte les 8 policiers qui demandent 800 euros chacun, l'État qui demande 15 000 euros, et les 2 policiers dont l'expertise médicale a validé les dommages auditifs irrésorbables, je sais pas comment on dit, enfin qui ne reviendront jamais, quoi, à 25 000 euros chacun. Quand on a eu l'annonce du report pour demander des pièces complémentaires, on était plutôt contents, on se disait ça y est, enfin un juge qui comprend qu'on ne peut pas juste se baser sur les déclarations, parce que c'est quand même un peu flou, et puis en plus après les déclarations liées à l'engin explosif en lui-même, on pouvait en tout cas penser que il fallait demander un petit peu plus que juste des déclarations. Et puis non, en fait, on se rend compte que le juge demande juste des devis pour des appareils auditifs. Donc voilà, les demandes de pièces complémentaires, c'était faire des devis d'appareils auditifs. Dans la partie un peu blagounette, pour finir, il y a 2500 euros de piles, je pense, je sais pas, moi j'ai pas d'appareil auditif, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est sur USB et qu'il n'y a plus de piles dessus. Donc, mais bon, en tout cas, ils ont réussi à faire un petit peu le forcing sur ce genre de choses. Et on en est là, on attend toujours la dernière audience en appel qui est le 17 avril pour ces 3 grosses parties des demandes en civil. Et on n'espère pas vraiment une bonne nouvelle, on s'y attend que ça va être à peu près ce qu'ils ont demandé, mais on continue à essayer de faire ce qu'on peut pour réduire la casse au maximum, et surtout pour aller jusqu'au bout de la procédure à défendre notre droit, et puis essayer de défendre la vérité qu'on pose sur les faits, qui est pas tout à fait la même que celle du dossier judiciaire. Donc aujourd'hui, pour résumer, tu es à 100 000 euros de dette éventuelle. Alors pour l'instant, je suis à 8-9 000 euros de dette, et normalement, à partir de mai, juin, ce sera à 100 000 euros de dette. Et donc tu dois les payer si la procédure aboutit à une... Qu'est-ce que ça a comme impact pour toi, en fait? Qu'est-ce que ça... ouais, voilà, bon, en gros, ce qui va se passer, c'est que toute ma vie, je vais faire des versements mensuels à des noms
enfin bon, à des avocats a priori directement, ou à des fonds d'aide aux victimes, je sais pas exactement, mais en tout cas à direction de personnes qui m'accusent de choses que je déclare depuis le début ne pas avoir commis. Donc en gros, sur a priori 100 000 euros, j'ai 38 ans aujourd'hui, ça veut dire que je vais garder ça jusqu'à, je pense, la fin de ma vie, à mon avis. Donc je vais avoir des versements réguliers, il va falloir d'abord négocier un échelonnement d'abord avec l'avocat des policiers. S'ils acceptent l'échelonnement qu'on propose, qu'on va essayer de faire le moins impactant possible, mais on va être là-dedans, a priori ça passera certainement par... ça peut passer en tout cas par des demandes de saisie directement sur salaire, saisie sur les comptes, saisie sur le patrimoine. Bon bah ça va, c'est pas trop le problème. Mais voilà, du coup ça risque d'impacter tout ça. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas vraiment un milliard de solutions. Dans les milieux militants, la bonne posture, c'est souvent celle de se dire de toute façon les amendes on les paye pas, et puis être insolvable, c'est ça qu'il faut, quoi. Moi j'avoue que cette solution-là qui revient à changer complètement ma vie en fonction de l'amende, moi ça me plaît pas en fait, même si d'un point de vue politique j'aimerais bien pouvoir dire en fait tant pis, je rembourserai jamais, mais je crois que je préfère faire ce choix de me dire que on va essayer de se battre jusqu'au bout pour que ce soit le moins impactant possible et faire en sorte que c'est pas que je valorise particulièrement mon activité salariale ou le fait que j'ai une vie tout à fait classique, mais en tout cas j'ai pas envie d'avoir à changer la totalité de mon quotidien pour cette affaire-là. Donc si on arrive à négocier assez pour que ce soit pas trop impactant, on va partir sur quelque chose comme ça, quoi. J'ai une dernière petite question. Est-ce que depuis tu es retourné en manifestation? Alors je retourne en manifestation depuis, mais c'est clair que dans les conséquences de ce truc-là, en plus de me voler mon compte en banque, parce que 6 ans de procédure, ça a été 10 000 € de frais d'avocat quand même, et aussi de me voler une partie de mon activité militante passée, c'est-à-dire que très clairement, j'en suis pas particulièrement fier, mais j'ai pas forcément envie de le cacher non plus, même si c'est pas le récit que j'aimerais raconter. Moi j'ai eu un trauma qui est lié à l'arrestation, à la garde à vue, j'ai pas raconté, mais les conditions de la garde à vue pour moi ont été pas si pires, mais quand même pas terribles non plus. Mais pour la personne qui a été arrêtée avec moi et que je connaissais pas, elles ont été clairement horribles, avec des menaces, bon, bref, je raconte pas parce que c'est vraiment horrible, mais en tout cas moi ça m'a vraiment impacté, en particulier sur un doute plus ou moins rationnel, on va dire, de l'irrationalité de l'arrestation et des conséquences qui peuvent arrêter, le fait d'être pris la botte dans cette machine infernale de laquelle j'ai jamais réussi à me dépêtrer, ça a fait que j'ai un sentiment d'irrationalité complète à chaque fois que je me déplace en manif, et dès que je suis devenu, c'est pas mais flicophobe, quoi. Je ne peux plus me trouver dans un endroit dans lequel il y a des risques d'arrestation parce que j'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, et c'est pas complètement faux, ça peut tomber sur n'importe qui. Voilà, je dis pas ça pour vous empêcher, j'essaye quand même, je vais quand même en manif, j'essaye d'être là, et je veux pas du tout vous inciter à pas y aller, c'est très important d'y être et de lutter au maximum par tous les moyens possibles. Mais très clairement mon récit il va pas là-dedans, et il va pas là-dedans là où ça peut être intéressant pour les mouvements, c'est il va pas là-dedans aussi parce que peut-être moi j'ai pas fait les démarches personnelles pour aller trouver du soin et de l'aide psy que j'aurais peut-être dû aller chercher depuis 6 ans, et aussi parce que par l'éphémérité des mouvements sociaux et éphémère aussi les structures de soins et d'entraide, et que du coup en fait à partir de 2017-2018, une fois que le mouvement était passé et que plus personne s'en souvenait, il n'y avait plus vraiment de structure collective, hormis les proches, heureusement, mon ami qui m'a aidé depuis le début, qui a récupéré les dossiers de représentation, qui m'a permis en grande partie d'éviter la préventive et puis tout ça, mais voilà, à part ces très proches là, il n'y a pas eu vraiment de processus de soins qui sont mis en place, et ça montre aussi que les structures qu'on met en place dans le cadre des mouvements, quand ils disparaissent après, ça peut aussi laisser de côté des gens qui ne trouveront pas de structure de parole, de soins pour essayer de résorber là ce trauma, on va dire, que j'ai pas vraiment réussi à soigner jusqu'ici, quoi. Merci pour ton témoignage, merci. Maître Faro, je me tourne un peu vers vous pour vous poser une question sur l'aspect civil, parce que on a souvent un regard assez acerbe sur l'aspect pénal, toute la procédure pénale, les gardes à vue, etc. Mais le volet civil, on le voit peu, et pourtant, on peut le voir là, mais vous l'avez vu sur d'autres grosses organisations, alors qui ont des reins évidemment plus solides pour faire face. Mais qui décide? Comment ça se passe le volet civil en fait? Comment est-ce qu'on peut essayer d'en parler un peu plus, de le rendre plus accessible?
Bon, j'avais pas prévu de démarrer là-dessus, mais allons-y sur le volet civil. Je vais commencer par un mea culpa, puisque le volet civil, si vous voulez, c'est les condamnations à des dommages et intérêts. C'est le pendant, si vous voulez, de la condamnation pénale. Il y a d'abord une condamnation pénale, et puis la conséquence de la condamnation pénale, s'il y a des victimes, c'est qu'il faut les indemniser. Bien. Pourquoi je dis mea culpa? Parce que je suis un avocat pénaliste, et comme beaucoup d'avocats pénalistes, je suis un missile à tête chercheuse, c'est-à-dire je ne cherche qu'une chose, c'est à avoir la peine, évidemment la relaxe, mais à défaut la peine la plus légère pour mon client. Et c'est un défaut, si vous voulez, de l'avocat pénaliste en général, c'est qu'il va regarder à tout prix, il va avoir un adversaire désigné qui est le procureur, il va essayer de démontrer que son client n'a rien fait et obtenir la relaxe. Mais derrière, il y a ce que vient de raconter Maxime, c'est-à-dire ce qui va l'endetter pour 30 ou 40 ans à venir. C'est-à-dire que c'est toute la partie civile du procès. Et la partie civile du procès, elle est stratégique, si vous voulez, pour l'adversaire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quel est le but, si vous voulez, de l'État ou des grandes sociétés, des multinationales, EDF ou d'autres? Le but, c'est évidemment, avant tout, de dissuader toute contestation. Donc comment est-ce qu'on dissuade? Enfin, vous connaissez les méthodes de dissuasion. Là, en ce moment, on en voit beaucoup. Hein. Moi, je suis étonné. Toutes ces manifs, 2-3 jours avant, qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Violence, violence, violence. Je veux dire, on fait peur. On veut dissuader les familles, évidemment, parce que les familles, c'est du nombre. Donc ça compte. Pour empêcher les familles de venir, on leur dit ça va être très violent, black bloc, enfin tous ces mots que vous connaissez. On met tout ça dans la moulinette, et puis au final, moi j'étais à la manif il y a quelques jours, et je suis désolé, mais je n'ai pas assisté à la même manif que les médias mainstream, les médias qui appartiennent à des milliardaires. J'étais pas dans la même manif, quoi. J'ai pas vu des violences absolument partout, enfin bon. Mais bon, voilà, la dissuasion. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la répression. La répression, ça se passe comment? La répression, ça se passe devant un tribunal, c'est-à-dire vous poursuivez la personne, donc ça suppose que vous ayez des preuves, que vous arriviez à démontrer qu'il est coupable, qu'il a fait ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche dans une manifestation, c'est toujours la même chose à peu près, dégradation, violence en réunion, et puis de temps en temps des trucs bizarres, des fourre-tout, si vous voulez, rébellion. Alors rébellion, alors ça je vous le dis, vous le savez, hein, c'est instinctivement, je comprends, vous parliez de flicophobie, quand vous avez des policiers très très énervés, qui vous tutoient, qui vous insultent, qui vous provoquent, qui viennent vous chercher, puisqu'on a changé de stratégie maintenant dans la police, il faut absolument, alors je sais pas, il faut avoir une zénitude absolue, il faut garder son calme, il faut évidemment garder les gros mots qu'on a en rayon et qu'on a envie de leur balancer à la figure dans sa poche. Il faut résister à tout ça. Pourquoi est-ce qu'il faut résister à tout ça? Parce que là, il y a un déséquilibre des forces qui est évident et qui ne saute pas aux yeux. Qui saute aux yeux de Maxime, maintenant il a compris, mais qui ne saute pas aux yeux immédiatement du manifestant. C'est que le manifestant, il peut manifester avec une organisation qui le soutient, etc. Mais au final, il est seul. C'est-à-dire qu'à son procès, il va y aller tout seul, et puis son avocat, il aura peut-être du soutien les premiers mois, dans le meilleur des cas, mais pas au fil du temps. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il devra payer son avocat, sur les intérêts civils notamment, il n'y aura plus personne, il sera seul. Le policier, lui en face, il bénéficie d'un truc génial, c'est la protection fonctionnelle, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que c'est l'État, donc vous et moi, qui payons les honoraires de ses avocats. Et les honoraires des avocats au titre de la protection fonctionnelle, enfin je ne veux pas vous donner des grands chiffres, vous allez faire des cauchemars, mais je veux dire ça peut aller, il n'y a pas de limite si vous voulez, c'est nos limites. Protection fonctionnelle d'un fonctionnaire de police qui a été blessé, 30 000, 40 000 euros, donc il a accès à des avocats très connus, je ne citerai pas les noms, enfin bon, on les connaît, spécialisés, qui font que ça, qui ont un discours parfaitement rodé, c'est-à-dire qu'ils arrivent à tirer des larmes facilement au juge, et puis le policier, je veux dire, c'est une entité qui est protégée, si vous voulez, c'est normal. Protégé, c'est une valeur protégée, si vous voulez. Le policier, il est dans l'exercice de son métier, c'est un fonctionnaire public et tout ça. Donc l'institution est là pour le protéger de toute forme d'agression, d'agressivité, etc. Donc si vous voulez, le procès il commence mal. Quand on se retrouve dans une situation où on doit répondre de violence contre un policier, déjà ça commence mal. Et puis, et j'ai été un peu long, mais je reviens à la question, puisque j'ai toujours pas répondu, la question des intérêts civils. Alors moi je mets ça dans la répression aussi. Les intérêts civils, ça se passe comment? Bon, on va être franc, au doigt mouillé, on va le dire comme ça.
C'est-à-dire que si vous êtes victime, si vous cassez une jambe, etc., il y a des barèmes d'Antillac et tout ça, des expertises. Mais si vous êtes un policier qui s'est fait insulter par quelqu'un, ben vous allez obtenir facilement 10 000, 15 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral, quoi. C'est-à-dire vous insultez à longueur de journée des gens dans la rue, mais quand on vous insulte, ça vous crée un traumatisme tellement important qu'il faut l'indemniser largement. Et là, si vous voulez, on n'a pas de prise. C'est-à-dire que là, les juges, ben, je vous dis, c'est au doigt mouillé. Donc, c'est là où je fais le mea culpa. Le rôle de l'avocat, il est très important parce qu'il y a une sorte, c'est pas écrit, si vous voulez. Mais quand vous êtes dans le procès pénal pour des affaires de manifestation, de liberté d'expression, quelque part, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quand on manifeste, on est dans l'exercice d'une liberté d'expression. Il y a une sorte de transaction invisible, on va dire. Donc c'est une transaction un peu biaisée. C'est-à-dire que le juge va considérer, puisqu'il voit que l'avocat fait une obsession sur la peine et tout ça, le juge va se dire, cool, je lui mets une peine symbolique, 3 mois de prison avec sursis, une amende avec sursis, bon, voilà. Donc la peine, ça ne va pas se jouer là, finalement. Le procès, il ne se joue pas sur la peine. Il va se jouer sur les dommages-intérêts. Et après, le juge, une fois qu'il se sent complètement déculpabilisé, parce qu'il dit, voilà, je lui ai mis finalement une peine qui montre que je suis un être humain et que je peux effectivement tenir compte des circonstances dans lesquelles ça s'est passé, et derrière, bim, dommages-intérêts, il se désintéresse de la question, puisque c'est pas lui qui va juger sur le long cours. Vous parliez d'un renvoi sur intérêt civil, vous avez remarqué qu'on descend d'un cran, c'est-à-dire qu'on passe d'une composition de 3 juges avec une composition où c'est un juge unique, et un juge unique qui est là pour pas faire d'échec, en gros, pour dire voilà, ça va coûter tant, et puis tout ça est déculpabilisé, décorrélé, si vous voulez, d'une responsabilité morale, etc. On parle que de chiffres, et donc voilà, et là, ça peut aller très loin. Quoi. Donc, il y a moins de médias. Et là, il n'y a plus de médias. C'est pas qu'il y en a moins, c'est qu'il y en a plus. Il y a vous. Alors, merci. Mais en dehors de vous, il n'y a plus de médias, effectivement. Parce que c'est aussi le cas pour les gros organes, parce que Greenpeace, pareil, sur l'EDF, il y a eu des dommages et intérêts faramineux sur les mouvements de désobéissance civile, sur quand ils ont, je crois que c'était les centrales nucléaires, quand ils ont fait leurs incursions dans les centrales nucléaires. C'est ça. Alors du coup, on connaît bien le process. Si vous voulez, on l'a vécu. Bon, c'est vrai que j'aime pas beaucoup qu'on me limite à Greenpeace, mais je vais m'auto-limiter à Greenpeace. On va dire, ça fait 30 ans que je les défends, donc on a une vision aussi au long cours. Ce qui est intéressant, c'est que leur mode d'action, et ils sont peu nombreux aujourd'hui, je veux dire, les gens qui s'opposent au nucléaire en France, il y en a de moins en moins, Greenpeace en fait partie, leur mode d'action, il est connu, traditionnel, si j'ose dire, c'est-à-dire ils rentrent dans l'enceinte de la centrale, ça fait en général une 40aine d'hectares, donc il faut découper un grillage. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais il n'y a rien de très méchant, ça reste symbolique. Je veux dire, on rentre pour montrer que c'est vulnérable, qu'on peut rentrer, et puis dedans, on arbore une banderole, et puis basta, c'est fini. Quoi, voilà. Bon, procès pénal systématique, il y a toujours des poursuites. Ça tombe bien, il y a un texte de loi qui permet ces poursuites, puisque les centrales nucléaires sont assimilées à des sites de défense nationale. Si on les a assimilés historiquement, donc il y a un article du Code qui réprime 6 mois de prison, je ne sais plus combien, des 10 000 euros d'amende maximum, la peine encourue. Bon voilà. On va au procès. Juge décide de ne pas condamner très lourdement parce qu'il fait la part des choses, il se dit bon ben voilà, ils sont rentrés, ok, oui, bon, ils n'ont rien cassé, ils n'étaient pas violents, ils ont détruit un petit peu la clôture, donc 3 000 euros pour rembourser la clôture, et puis circuler, il n'y a plus rien à voir, ça se terminait là. Bon, EDF, ça ne convenait pas à EDF. EDF, ils sont toujours dans une logique de prévention, donc comment les dissuader de continuer à faire ça, ça nous casse les pieds. Bon, donc deuxième étape dans leur process, ils se sont dit, puisque ce délit-là ne convainc pas le juge, on va en tester un autre, avec la complicité du procureur, toujours. L'autre, c'était violation de domicile. Alors, il faut le faire, parce que juridiquement, associer une centrale nucléaire à domicile, enfin, je connais beaucoup de gens qui n'aimeraient pas vivre là-dedans, mais bon, chez EDF, on a confiance dans sa technologie, donc allons-y, quoi. Donc, on condamne pour violation de domicile. Quel était l'intérêt de la manœuvre?
intrusion dans un site intéressant à la défense nationale, c'était 6 mois de prison. Violation de domicile, c'était 1 an. Donc EDF s'est dit, on va avoir quand même une condamnation un peu plus lourde, merde. Mais ben non, ça marche pas, les juges sont toujours pas sensibles. Alors, 3e étape, puisque ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va voir des amis, et Dieu sait si on en a, à l'Assemblée, des amis sénateurs qui adorent le nucléaire, qui vénèrent le nucléaire et qui vont aller défendre un projet de loi où on va créer un délit spécifique d'intrusion dans une centrale nucléaire. Et on l'obtient. Et on l'obtient d'ailleurs de mauvaise manière, comme toujours, en faisant croire qu'il y a un vide juridique, alors qu'on a déjà 2 motifs de condamnation, peu importe, enfin bon, je la fais courte, et on obtient un délit spécifique. Et là, on se dit, youpi, cette fois-ci, le juge, là, il va pas pouvoir passer au tour, il va condamner lourdement, c'est ce qu'on attend. Et c'est marrant parce que dans les rapports de la loi, c'est dit clairement, c'est-à-dire qu'on dit on veut faire une loi, alors évidemment on parle toujours de terrorisme quand on veut punir des militants écologistes, donc la motivation de la loi c'était il faut empêcher les terroristes à y faire ce que fait Greenpeace, bon. Mais en attendant c'était Greenpeace qu'on visait, et en fait ce qu'on voulait obtenir, et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, c'est des condamnations plus lourdes, c'est ça le but du jeu. Eh bien ça marche toujours pas, c'est-à-dire que les peines sont de moins en moins fortes. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste les condamnations civiles. Et donc EDF est allé chercher un avocat qui se trouvait être le même avocat que l'avocat des policiers dont je donnais le nom et dont je tairais les honoraires, qui est venu en disant « Mais c'est très grave, monsieur le juge, madame le juge, vous vous rendez pas compte, ils sont rentrés, certes la centrale ne fonctionnait pas, mais ils ont retardé le démarrage par leur action, enfin bon bref, on en arrive à des centaines de milliers d'euros de dommages-intérêts. 500 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Vous voyez l'émotion que subit l'entreprise EDF parce que Greenpeace est rentré de quelques mètres à l'intérieur du site, quoi. Alors ils n'ont pas obtenu 500 000, mais la stratégie est valide puisque le juge se décomplexe et dit bon, 50 000, quoi. 50 000 c'est pas rien. 50 000 pour juste. Donc vous voyez, c'est effectivement, on est dans cette stratégie-là, on la teste à haute intensité, on va dire, pour parler guerre, sur des orgas et puis ensuite sur des particuliers. C'est-à-dire qu'on va dire, bah oui, puisque ça marche même pour Greenpeace qui a de l'argent, et ben on va faire ça maintenant sur les militants de base. Alors, je voulais justement parler de cette stratégie de désobéissance civile, puisqu'il s'agit un peu de ça. Alternativa est un peu l'une des grandes orgas qui prône cette méthode de militante. Et je voulais vous demander si vous, du coup, avec toute cette organisation législative, étatique, qui va de plus en plus réprimer ces façons de faire militantes, et même jusque dans les actions administratives, puisque votre organisation a des problématiques pour récupérer des subventions officielles. Par exemple, je pense à la mairie de Poitiers, où le préfet, donc la mairie de Poitiers voulait donner 10 000 euros de subvention à une je crois que c'était un festival Alternativa, et que le préfet attaque cette subvention parce que Alternativa voulait faire un atelier désobéissance civile en disant qu'elle ne respecte pas le contrat d'engagement républicain imposé aux associations après la loi séparatisme. Je voulais vous questionner un peu du coup sur cette stratégie de désobéissance civile. Est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité? Est-ce que justement ça prouve que c'est efficace parce qu'il y a de la répression en face? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors bonjour à tout le monde. Alors effectivement, Alternativa c'est un mouvement citoyen, déjà peut-être je préfère le rappeler parce qu'on est effectivement structuré, organisé, mais on est composé d'énormément de citoyens et de citoyennes, peut-être lambda aussi qui ont envie de passer à l'action, ou même on mène toute une palette d'actions très différentes. Pas que la désobéissance civile, mais la désobéissance civile en fait partie. Et très rapidement, on parle, nous, d'actions de désobéissance civile non violente, mais de fait, il y a des types différents d'actions dans cette grande catégorie. On mène des actions vraiment de désobéissance civile, c'est-à-dire qui enfreignent des lois. Et ça, on en est conscient, donc on se prépare, on prend des risques juridiques on prend conscience, on prévient les personnes qui participent qu'elles prennent des risques. Effectivement, quand on décide de rentrer sur le tarmac d'un aéroport pour dénoncer un projet d'extension, quand on coupe un grillage, qu'on pénètre sur une piste,
on sait qu'on s'expose, c'est pas la même chose que d'exercer son droit à manifester, par exemple. On a conscience de ces risques, que voilà, on est passible de peines potentielles de prison, etc., etc. Il y a un autre type d'action qu'on utilise aussi beaucoup, c'est des actions qui sont plutôt des actions directes, finalement on peut évaluer certains risques juridiques, mais qui globalement relèvent plutôt de la liberté d'expression. Quand on vient, un exemple d'action, devant le ministère des Finances à Bercy pour protester contre des liens avec les entrepôts Amazon, par exemple, c'est une action qu'on a menée, et qu'on apporte un carton géant, par exemple, un carton géant Amazon devant le ministère, on ne peut pas vraiment dire qu'on enfreint des grandes lois, ça relève plutôt de la liberté d'expression. Ce qu'on constate, et ça fait vraiment écho avec ce que disent à la fois Maxime et Alexandre Faro, c'est qu'il y a des... en fait, on se retrouve souvent poursuivis, ou en tout cas avec un nombre d'amendes de plus en plus important, sur des bases légales inexistantes. Typiquement, sur des actions de ce type, plutôt d'actions directes, on reçoit un nombre d'amendes, par exemple, sur des manifestations interdites, ou sur voilà, ce qui n'existe pas, qui n'a pas de base légale. Ce qu'on constate aussi, et c'est ce qui a été dit précédemment, c'est que en fait, le gouvernement et le gouvernement successif utilisent aussi un arsenal de lois juridiques, souvent dans des contextes très particuliers, très anxiogènes. C'est un peu la stratégie du choc, en fait. On l'a constaté au moment de l'état d'urgence en 2015, des lois qui étaient passées en urgence avec la peur du terrorisme, etc., sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, et qui assignent à résidence des militants écologistes. On l'a vu pendant la période Covid également, sous prétexte de sûreté sanitaire, etc. Il y a une capacité de donner des amendes qui est beaucoup plus importante aux policiers, et qui distribue des amendes Covid comme ça à tout le monde. On l'a vu dans les quartiers populaires pour les personnes qui sortaient de chez elles parce qu'elles avaient des intérieurs beaucoup trop petits et pas la capacité d'avoir accès à des maisons de campagne, etc. Donc la police a distribué des amendes. Et puis pour les militants écologistes, pendant cette période Covid qui a duré très longtemps, l'état d'urgence sanitaire a vraiment duré très longtemps, on a eu un nombre incalculable d'amendes. Cette action dont je parlais, de rentrer sur le tarmac de l'aéroport de Roissy pour protester contre un projet d'extension de l'aéroport, on a eu plusieurs niveaux de répression assez importantes. À la fois 135 personnes qui sont parties en garde à vue, puisqu'elles sont rentrées sur le tarmac, on l'entend, on était préparés, voilà. 7 personnes qui sont en procès. On suit ce procès, l'appel devrait avoir lieu bientôt, on ne sait pas trop quand, mais voilà. Et parallèlement à ça, on a eu une flopée d'amendes, vraiment ça se compte en centaines, des amendes pour les personnes, qui étaient rentrées sur le tarmac, qui étaient parties en garde à vue, des amendes administratives de 135 €, et puis à l'intérieur, des amendes de 750 € pour être rentré sur le tarmac, et puis parallèlement il y avait un rassemblement à l'intérieur de l'aéroport pour soutenir, et ces personnes-là qui étaient dans l'aéroport ont reçu des amendes de 135 €, les amendes Covid pour manifestations interdites, rassemblements non déclarés, enfin voilà. Et en fait, la totalité de ces amendes s'élève à 60 000 € quand on les additionne. Or, on est un mouvement qui veut aussi soutenir ces militants et militantes et pas les laisser justement se retrouver seuls face à ces dérives-là. Juste avant d'expliquer comment nous on s'organise, je voulais aussi dire que cette dérive autoritaire, on la voit aussi là de plus en plus dans la préparation des JO, puisque en préparation des Jeux Olympiques, il y a un certain nombre de délits qui sont créés, notamment sur le fait, vis-à-vis de ce qu'ont fait les militants de la rénovation, l'interdiction de s'introduire dans les
dans les événements sportifs et de les interrompre. Encore petite parenthèse, sinon on voit aussi qu'effectivement il y a de la création de délits suite à ce que des actions qu'on aurait pu mener, puisque encore une fois sur cette action à l'aéroport, il y avait déjà des délits qui existaient, enfin c'était déjà inscrit sur le fait qu'on n'avait pas le droit, et ça se comprend aussi, hein, d'interrompre des activités aéroportuaires, etc. Et là il y a des nouveaux délits qui ont été créés clairement pour formaliser davantage la répression sur le sujet. Donc comment on s'organise face à ça, c'est un peu l'expérience aussi qui a fait qu'on l'a mis en place petit à petit. Nous, il y a 4 volets sur lesquels on s'organise. Le premier, qui est assez évident, c'est le soutien légal. Comment on soutient à la fois les personnes qui se retrouvent poursuivies, qui sont en garde à vue, qui sont poursuivies, qui vont en procès, les personnes qui reçoivent des amendes administratives. Donc on a la chance d'avoir pas mal d'avocats et d'avocates engagés avec nous, et puis une équipe légale aussi qui fait tout ce suivi, parce que c'est un travail important, et c'est un travail sur le temps long aussi, ce qui, effectivement Maxime l'a dit, dans le travail militant, c'est pas forcément évident de s'inscrire dans ce temps long. Il y a un autre niveau qui est important et qui est un peu plus récent de notre côté, c'est le soutien, ce qu'on appelle le bien-être militant. Donc c'est comment on va, alors pour l'ensemble des activistes, et puis en particulier pour ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation, comment on va apporter un soutien du collectif. Ça va de l'organisation de comités de soutien quand des personnes se trouvent en garde à vue, quelque chose d'assez classique que vous connaissez. Ça va de l'organisation de cercles de parole aussi, pour pouvoir déposer un peu ce qu'on a vécu dans des situations compliquées, sous tension, et qui mettent aussi parfois du temps à remonter en fait. Enfin, on met du temps à assimiler parce qu'on est beaucoup dans l'urgence, dans le fait de, on va être garde à vue, mais en fait, quand on sort, il y a encore d'autres trucs à faire, donc on ne prend pas le temps forcément d'assimiler, d'intégrer ce qu'on a pu vivre. Et puis, évidemment, l'accompagnement dans un procès, parfois en fait on a aussi le sentiment que des fois ils prennent des gens, ils prennent au hasard, ils disent bon, lui on l'a vu avec un mégaphone, ça doit être l'organisateur, donc on va le poursuivre. Et en fait souvent c'est ce qu'on appelle des primo-militants, enfin des personnes qui n'avaient peut-être jamais participé à d'action de désobéissance civile avant. Donc comment on les accompagne à ne serait-ce que prendre la parole devant le juge, pouvoir s'exprimer, pouvoir vivre ça aussi, donc ça c'est une partie. Il y a un enjeu de communication aussi, comment on parle de cette répression qu'on vit, comment on met en exergue aussi les témoignages des personnes qui se retrouvent confrontées à tout ça, comment on ne parle pas que de répression des violences policières, parce que c'est aussi rentrer un peu dans ce système on les dénonce, mais du coup ça prend le pas un peu sur tout le reste et sur pourquoi on était là en fait, pourquoi on manifeste, pourquoi on mène ces actions, pourquoi on ne devrait pas nous se retrouver devant le juge, mais c'est l'État, c'est les entreprises qui devaient être jugées pour les dommages qu'elles causent. Et puis le dernier point évidemment qui est énorme, c'est la question financière. Nous on n'a pas les moyens de Greenpeace, on est structuré maintenant, mais de fait on est un mouvement citoyen, on repose beaucoup sur les dons. Donc on en a de la chance de pouvoir faire des appels à dons quand on peut, pour soutenir les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Effectivement, on peut parfois faire appel à des subventions. Dans le cas d'Alternative à Poitiers, c'était l'organisation d'un festival, d'un village des alternatives, donc tout à fait légal, tout à fait avec d'autres organisations, et qui nécessite aussi d'être soutenu par d'autres sources financières, parce qu'on n'a pas, quand on organise ce type d'événement, et donc attaquer au porte-monnaie, que ce soit par les subventions ou que ce soit au niveau individuel pour les activistes, c'est clairement une façon
de nous dissuader en fait de continuer. Je pense que la question individuelle elle est vraiment importante et que nous on a mis en place des choses mais on n'en est pas encore au point d'être en capacité de pouvoir soutenir toutes les personnes qui passent à l'action. C'est des grosses questions qu'on a sur l'avenir en fait parce qu'on sait que ça va être probablement de plus en plus important vu que aujourd'hui on préfère poursuivre en justice les activistes ou les attaquer au porte-monnaie plutôt que, en tout cas sur les questions climatiques, prendre de vraies mesures. Merci beaucoup. Alors on m'a dit qu'il me restait plus que entre 5 et 10 minutes. Alors je pense que, sauf si vous vouliez absolument dire quelque chose de précis, donner un peu la parole à la salle, s'il y avait des questions à poser sur les mécanismes de criminalisation des mouvements sociaux et de l'engagement militant. Non ? Pardon ? On a le droit à une question. Une question. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci beaucoup. Et donc, je voulais simplement poser une question. J'avais entendu parler d'une loi ou d'un projet de loi qui voulait enlever l'utilité publique à des associations justement qui allaient à l'encontre de l'ordre public en notamment pénétrant des lieux sans autorisation et donc en fait ça aurait un impact sur les donations puisqu'il n'y aurait plus le remboursement, la déduction d'impôts. Je ne sais pas trop où ça en est, si vous êtes impacté, comment ça se passe et voilà. Il me semble que c'est dans le cadre du contrat d'engagement républicain. Pour l'instant, on n'est pas impacté directement. On a un peu vent d'autres types de structures qui sont impactées. Pas forcément sur les donations, mais qui sont impactées par le fait de, soi-disant, ne pas respecter ce contrat d'engagement républicain. Je ne sais pas s'il y a d'autres affaires en cours. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel qui nous fait assez peur. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on essaie de s'organiser entre les différentes organisations qui peuvent être impactées et de petit à petit se parler, d'essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai pas l'impression que, en tout cas, de notre côté, il n'y a pas forcément d'impact, mais beaucoup d'inquiétude. Ouais. C'est fini. On m'a dit c'est fini. Merci beaucoup en tout cas. Merci à nos invités. Et surtout, gardez le silence en garde à vue. Bonne fin de journée.